Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, modification du Code des marchés publics. Le Forum civil soupçonne l'État de vouloir enrichir certaines entreprises. Pour le gouvernement, l'objectif est de permettre à ces sociétés nationales de faire face à la concurrence et de ne pas être exposées à des goulots d'étranglement aux conséquences difficiles. On vous explique tout dans un instant. Marche de protestation des travailleurs des collectivités territoriales. Ils revendiquent l'augmentation des salaires. Une grève de 72 heures est annoncée à partir du 21 septembre prochain. À Thiès, une adolescente électrocutée par une ligne à haute tension. Le corps de la fille criblé de brûlures. Les habitants du quartier Ersan interpellent les autorités de la Sénélec. Et puis pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Départ prévu ce mercredi pour les 350 pèlerins catholiques. Une émotion particulière pour les fidèles qui retrouvent les lieux saints 3 ans après. Voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Modification du Code des marchés publics. La mesure viole allègrement la loi selon le Forum civil. Pour le gouvernement, le réaménagement du Code va permettre aux sociétés nationales évoluant dans le secteur de l'énergie de bénéficier d'une souplesse dans les procédures. Explication Ibrahima Khan. Le décret est sous-tendu par une volonté de rendre plus compétitives les entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur de l'énergie. Entre autres motifs exposés, la nécessité d'assouplir les règles de passation des marchés publics pour permettre aux sociétés nationales du secteur de faire face à la rude concurrence. Le Forum civil désapprouve et parle d'une violation manifeste de la Constitution. Et après lecture du décret qui a été signé par le président de la République, on se rend compte que c'est un décret qui viole allègrement la Constitution à travers le principe de la transparence et de bonne gouvernance, qui viole également les principes qui sont posés par la loi 2016 du 30 juin 2016 portant modification du Code des obligations de l'administration, qui a été modifié également tout récemment. Mais également, ce décret viole les directives de l'UEMOA sur les marchés publics de façon globale. Avec ce décret modifiant le Code des marchés publics, la Sénélec, la SAR Petrosen Holding et ses filiales, entre autres, pourront acquérir du pétrole brut, des produits pétroliers et gaziers, mais aussi chimiques dans le cadre de l'approvisionnement du pays, sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics. Une démarche obscure aux yeux de Birahim Seck. Ces achats ne doivent pas être extirpés du champ des marchés publics. Ces achats ne doivent pas être enlevés du champ de la concurrence. Ce qu'on a constaté, c'est une faillite de la régulation des marchés publics au niveau du Sénégal, mais un décret qui consacre une casse de la réglementation des marchés publics, qui éventuellement favorise certaines entreprises. Maintenant, à quelle fin? Il appartiendra au gouvernement de nous le dire. Nébuleuse ou pas, le projet de décret numéro 2022-1538 est déjà signé. Celui-ci va modifier et compléter la loi 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'entreprise Génitec en porte-à-faux avec les affirmations du directeur général du FONSIS. Face à la presse, le DG de Génitec déclare que des stratégies ont été mises en place pour un plan d'amortissement de 20 ans pour sécuriser les recettes hospitalières. La vente des 3 hectares n'était pas nécessaire selon Génitec. Compte rendu de la conférence de presse Abifay et Papsangonimbaye. La reconstruction de l'hôpital de Dantec fait parler. Ce matin, les responsables de la société Génitec International sont sortis du silence. C'est pour apporter un démenti au directeur général du FONSIS sur la nature du financement du projet. Je réitère aussi mon engagement à réaliser ce projet et lui dire, avant de démarrer, il faut qu'on puisse faire une convention cadre pour formaliser notre partenariat et devant permettre à Génitec d'avoir toute la documentation de base de l'hôpital, de l'existant, ce qui a été fait. La convention cadre a été signée et toute la documentation a été mise à disposition de l'entreprise Génitec avec ses collaborateurs.
Le coût de l'offre du promoteur Genitec s'élève à 92 milliards de francs CFA, une offre qui ne nécessite pas la vente de 3 hectares du foncier public, affirme Souleymane Diagne. Il demande une sécurisation des recettes de l'hôpital pour assurer le remboursement de la dette. Mais Genitec, c'est l'unique entreprise qui a un contrat et qui a le financement. Ce qui nous a permis à la signature de ce contrat de faire le travail nécessaire, de mobiliser les fonds nécessaires à la signature du contrat avec le promoteur. Et en date du début décembre 2021, tous les fonds ont été mobilisés ici. Même s'il a signé un contrat en bonne et due forme avec la direction de l'hôpital de Dantec, le patron de Genitec ne compte pas saisir la justice. Il préconise le dialogue pour l'intérêt du Sénégal. Au cas échéant, on va voir. Mais je privilégie le dialogue avec l'État parce que le dialogue, ça va encourager tout le monde à retourner au pays et à investir et avoir le courage aussi de venir vers l'État, accompagner l'État dans ses ambitieux projets de construction du pays. Le redéploiement des services et du personnel de l'hôpital n'est pas envisagé par Genitec dans le contrat qui est lié à la direction de l'établissement sanitaire. Un contrat signé depuis 2014. Tension dans le front social. Mody Guiro, pas du tout convaincu par les arguments des 3 cimenteries du Sénégal qui seraient menacées de faillite. Un faux prétexte pour licencier des travailleurs, selon le secrétaire de la CNTS, qui exige le maintien des emplois. Il salue par la même occasion la décision du ministre des Télécommunications ordonnant la société de téléphonie Expresso de revenir sur sa décision de se séparer des travailleurs. Le voici avec Chérif Dia. La situation à Expresso permet de saluer également la décision du ministre de demander aux dirigeants d'Expresso de suspendre la mesure de licenciement pour que les gens puissent regarder de très près ce qui se passe dans cette entreprise. Et je pense que c'est ça la démarche qu'il faudrait arriver, parce que se lever un beau jour pour dire que ça ne marche pas, nous n'aurons pas beaucoup de revenus, il faudrait mettre dehors des travailleurs. Je pense que c'est pas les travailleurs qui constituent le maillon le plus faible, le secteur des collectivités territoriales. Je pense que les travailleurs pensent pouvoir élever la voix parce que il y a eu des augmentations au niveau de la fonction publique en général. Et ça également, il faut saluer les efforts du gouvernement dans ce sens. Je pense que aussi les cimenteries, c'est des sociétés normales qui se retrouvent, qui gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et je pense que, mais si c'est une situation conjoncturelle due à des inondations, c'est une situation qui va passer. Mais ça ne peut pas être expliqué, on ne peut pas l'expliquer comme étant un environnement défavorable, donc, n'est-ce pas, aux entreprises de cimenterie. Je pense que le ministère aurait beaucoup plus de moyens de s'acquitter de sa tâche. Je pense que si vous faites la comparaison dans les autres pays, c'est un ministère social, essentiellement. Et que dans ces pays-là, le travail occupe une grande place dans les gouvernements, n'est-ce pas? Et je pense que si vous prenez l'Europe, le ministère du Travail est un ministère central. Et nous voulons donc que nos ministères puissent avoir suffisamment de moyens pour avoir suffisamment d'inspecteurs, suffisamment de contrôleurs, pour suffisamment de moyens, n'est-ce pas? Et pour matériel également, pour pouvoir s'acquitter de ces obligations. Et concernant les remous à Expresso au Sénégal, on apprend ce soir dans un communiqué du ministère des Télécommunications que la direction d'Expresso Sénégal accepte de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents. La direction accepte de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par les mesures et sanctions prises antérieurement. Les agents également acceptent de cesser toute forme de contestation et de regagner leur poste. Les partis s'accordent à se retrouver autour de la commission mise en place à l'effet de trouver une solution consensuelle. L'autre grand titre de cette édition, marche de protestation des travailleurs des collectivités territoriales. Ils réclament l'effectivité de la fonction publique locale. Les syndicats dénoncent la mise à l'écart des agents des collectivités territoriales dans la revalorisation générale des salaires des fonctionnaires de l'État. Une grève de 72 heures est annoncée à compter du 21 septembre. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alun Diagne.
Ils ont battu le pavé ce mardi. Les travailleurs des collectivités territoriales très remontés contre l'État réclament la hausse généralisée de leur salaire comme ce fut le cas dans la fonction publique. Vous savez très bien qu'une hausse est intervenue dans l'administration centrale. Tous ces travailleurs ont reçu une hausse généralisée de leur salaire et on a vu qu'on a sauté encore une fois, comme d'habitude, les travailleurs des collectivités territoriales. Alors que le Code général des collectivités locales est très clair. En son article 29, il dit que toute hausse, toute augmentation de rémunération dans l'État doit intervenir d'office au niveau des collectivités territoriales. Donc nous ne pouvons pas comprendre cette discrimination qui, encore une fois, a fini de mettre en colère tous les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Autant de mots qui leur ont fait sortir de leur goût, ces agents exigent aussi l'effectivité de la fonction publique locale. On est aujourd'hui là pour réclamer certains de nos droits. L'effectivité de la fonction publique locale, l'augmentation des salaires récemment fait accordée aux fonctionnaires de l'État. Nous sommes un démembrement de l'État. L'article 29 nous le permet. L'article 30 permet aux élus de l'appliquer sur nos salaires, en grosso modo. Et l'effectivité de la fonction publique locale. D'ailleurs, une grève de 72 heures est prévue durant ce mois de septembre. Mairies, cimetières, entre autres, seront fermés. Mais l'intersyndicale fera face. Elle fera face avec les populations mobilisées comme nous, avec les travailleurs mobilisés. Nous pensons pouvoir réussir les 21, 22 et 23 septembre. Il y aura une grève générale de 72 heures, grève générale d'avertissement sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire dans les 600 ordres de collectivités locales et concernant l'ensemble du personnel. Les travailleurs des collectivités territoriales crient à l'injustice et demandent des salaires décents et conséquents. Merci Fat Bintou. Dans l'actualité également, la suspension du préavis de grève du syndicat des aiguilleurs du ciel du Sénégal. Suspension du préavis à la suite d'une audience la nuit dernière, audience accordée par le président de la République Macky Sall. Les négociations vont continuer en revanche. Les aiguilleurs, vous le savez, réclament des primes de motivation, des éléments de salaire et de meilleures conditions de travail. Alors maintenant à Thiès pour évoquer cet accident, une adolescente électrocutée par une file haute tension. L'adolescente de 12 ans s'en est sortie avec des brûlures graves. À Thiès, les habitants du quartier Ersan interpellent les autorités de la Sénélec. C'est un sujet réalisé par Cher Anta Diop et c'est Latir. Le quartier de Thiès-Est, le père de la fille, sifflote, est très triste, nous indique le poteau électrique HTA. L'accident a eu lieu ici. Il avait un fer. Bon, peut-être avec les enfants, tu ne sais pas comment il s'est passé. L'autre tension, il a tiré. Alhamdulillah, Dieu merci. Il y a plus de peur que de mal. Bon, on l'avait hospitalisé à l'hôpital régional de Thiès. On a fait les soins là-bas. Heureusement, la fille de 12 ans s'en est sortie avec des blessures à un degré très important. Un habitant du quartier est revenu sur les dangers réels. Les fils HTA qui surplombent les maisons. Antafay brûlé, voilà pourquoi j'ai essayé de faire cette collecte de fonds qui est en cours. Les fils à haute tension qui sont très proches des domiciles. Les domiciles ont évolué parce que nos pères ont acheté ces maisons. Les enfants sont venus ériger des étages là-dessus. Donc avec les balcons, ça se rapproche des fils à haute tension. On devrait quand même faire en sorte que ces fils puissent être enterrés pour amoindrir vraiment les dangers. J'en appelle aux autorités de la Sénélec. Le chef de service du réseau de la Sénélec, Babacar Diallo, interpellé, estime qu'un important dispositif a été mis en place. Pour lui, ces lignes aériennes sont en train d'être mises sous terre. Charanta s'est alerté également à Kumpentum. Le comité de développement sanitaire déclenche le tocsin. Faute de toiture étanche, les eaux de pluie se déversent dans les salles d'hospitalisation de la maternité et du bloc opératoire. Le comité craint un effondrement de la dalle, ce qui serait une catastrophe. Moussa Omar Gueye, Amadou Djedjou. Risque d'effondrement de la dalle dans différentes salles d'hospitalisation à la maternité et au bloc des soins obstétricaux d'urgence au centre de santé de Kumpentum. En effet, les défauts d'étanchéité de la toiture font que les eaux de pluie se déversent dans les salles d'hospitalisation. Comme disent les médecins ou bien les agents de la santé, donc tout le temps ils nous parlent de santé préventive. Donc comme on dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Quand il pleut, il y a pratiquement tout le temps, donc on constate des flaques d'eau partout, de gauche à droite.
Et ça, cette situation, ça date depuis très longtemps, depuis presque 4 ans. Oui, donc c'est beaucoup plus licencié. Par exemple, si nous notons le cas du bloc opératoire, là, dans le lieu où on fait des opérations, et que, donc on constate que l'eau tombe sur les matériaux, ou bien tombe sur le matériel, donc si le patient qu'on est en train d'opérer, ça pose problème. D'autant plus que, donc, comme nous savons, l'eau et l'électricité, c'est deux choses qui ne font pas de pair. Et ça, c'est vraiment un danger pour la population de Koupentoum, mais surtout pour le personnel sanitaire. Au niveau de la salle de stérilisation, là où donc, vous allez voir donc, par terre un fil électrique avec de l'eau. Donc pour vous dire que franchement, nous sommes dans une situation où franchement, nous, en tant que CDS, nous sommes inquiets. En attendant de trouver une solution rapide et durable face à cette préoccupation qui n'a fait que trop durer, les patients, accompagnants et personnels de santé marchent sur un terrain glissant au centre de santé de Koupentoum. Merci Moussa Oumar. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, départ prévu ce mercredi pour les 350 pèlerins catholiques, destination Israël d'abord, berceau de la chrétienté, avant de rallier Rome, puis Lourdes en France. Mariem Diaye, Diafaraba. Premier pèlerinage au lieu saint de la chrétienté depuis l'avènement du Covid-19. Les 350 pèlerins catholiques sénégalais sont fin prêts. Départ prévu ce mercredi. Première étape, Israël. Nous avons 350 pèlerins accompagnés au lieu saint de la chrétienté. Nous ferons progressivement la Terre Sainte, c'est-à-dire Israël, le berceau du christianisme. Ensuite, nous irons à Rome, où se trouve le premier responsable de l'Église catholique, en l'occurrence le pape François, pour communier avec les autres communautés à la vie de l'Église. Ensuite, nous irons en France, à Lourdes, pour une dévotion mariale. Les pèlerins qui s'étaient inscrits en 2020 font partie du voyage et n'ont pas pu honorer ce rendez-vous à cause de la pandémie, à cause du Covid-19. Alors, comme nous sommes restés 2 années sans aller en pèlerinage à cause de la pandémie, il y avait déjà des candidats pèlerins qui étaient déjà enrôlés avec le billet qu'on avait donné à l'époque en 2020. Alors, nous avons maintenu ce billet pour ne pas faire de disparité entre les anciens et les nouveaux grâce à l'aide que l'État nous a accordée, pour essayer de subventionner la différence. Le vaccin est exigé par certains pays, d'autres le pass sanitaire. Comme nous avons à traverser 3 pays, nous avons pris les devants pour conseiller nos pèlerins à se faire vacciner et à avoir un pass sanitaire. Parce que les informations que nous avons eues, la plupart des aéroports ou des pays demandent le pass sanitaire. Pèlerins de la synodalité, artisans de communion, de participation et de mission, c'est le thème du pèlerinage catholique édition 2022. Les fidèles passeront 10 jours en Israël, 5 à Rome et 5 autres à Lourdes. Merci Mariem et bon pèlerinage aux 350 fidèles. Un mot de culture à présent, gestion des fonds destinés à la culture urbaine. L'Observatoire pour la musique et les arts décèle une gestion opaque des fonds. Pour le coordonnateur des arts et de la culture, la distribution des fonds aux ayants droit ne s'est pas faite dans les règles de l'art. En conférence de presse, les membres de l'Observatoire pour la musique et les arts annoncent une plainte auprès de l'OFNAC pour exiger la lumière dans cette affaire. Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l'OMART Sénégal. Nous allons porter plainte au niveau de l'OFNAC parce que nous sommes dans un monde de transparence maintenant. Il y a des institutions, mais aussi des outils qui nous permettent d'aller tout droit vers ces fonds. Maintenant, nous condamnons aussi cette façon de chaque année, qui consiste à donner chaque année les mêmes bénéficiaires de ces fonds, qui ne sont en réalité que des lobbies du ministère de la Culture, des lobbies de la directrice des arts, et aussi des lobbies d'un système qui est là-bas depuis des années. Mais comment on peut prendre, ici au Sénégal, on est à plus de 5000 groupes d'arabes au Sénégal.
plus de 5000 groupes de rap au Sénégal. Et au niveau de la banlieue, on peut donner le chiffre de 1500 de groupes de rap au niveau de la banlieue, Pékin, Guédiawaye, Keur Massar, Malika. Mais comment ça se fait que ce fonds destiné à appuyer, à accompagner le mouvement hip-hop, la culture urbaine, ce fonds-là soit chaque année mis au même groupe de rap, aux mêmes bénéficiaires de 2019 jusqu'à présent. L'actualité internationale nous mène au Congo, à la Côte d'Ivoire et à la Chine. La Chine qui annonce l'annulation de la dette de certains pays africains sans préciser lesquels. Le récit de Daniel Diouf. La Chine décide d'annuler 23 prêts contractés par 17 pays africains. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a décidé tout simplement de les annuler. Aucune précision n'est délivrée ni sur les montants ni au sujet des pays concernés par cette annulation. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie chinoise en marge d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine tenue le 18 août dernier. Ces opérations de restructuration pourraient être de quelques milliards, un réel appel d'air pour les États concernés par ces dettes. Le Congo pourrait réduire le montant de ses créances avec l'augmentation des cours du pétrole qui fournissent à l'État d'importantes recettes budgétaires. Une petite partie de l'énorme dette intérieure a ainsi été soldée. Ce paiement concerne 204 créanciers dont la facture varie entre 0 et 10 millions de francs CFA. La dette intérieure commerciale et sociale auditée et validée entre 2014 et 2019 s'élève à environ 500 milliards de francs CFA. Le règlement des arriérés des créances des entrepreneurs est l'une des exigences du Fonds monétaire international avec qui le Congo a conclu cette année un accord de 3 ans au titre de la facilité élargie de crédit. Et puis, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a créé son mouvement politique 3 ans avant la présidentielle de 2025. Une démarche qui annonce la rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi une rupture d'ordre privé. Simone et Laurent Gbagbo sont en instance de divorce à la demande de Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo a été élue sans surprise, présidente du mouvement des générations capables, le MGC, avec 100% des voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays lors d'une assemblée générale constitutive du parti. Jusqu'à sa transformation en parti politique, le mouvement de Simone Gbagbo était une coalition de mouvements de soutien créée en septembre dernier avec dans sa ligne de mire la prochaine présidentielle. Et puis dans l'actualité sportive, championnat d'Afrique de natation à Tunis, la nageuse sénégalaise Oumi Diop décroche une 2e médaille. La championne d'Afrique de 2021 a battu son propre record au 100 mètres papillon, décrochant la médaille d'argent. Fatou Kinedem. 1 minute, 1 seconde, 24 centièmes au 100 mètres papillon. Oumi Diop bat son propre record. Elle avait réalisé un chrono d'1 minute, 2 secondes, 49 centièmes lors des championnats de France à Montpellier en 2021. Médaillée d'argent, une belle performance pour ces championnats d'Afrique. Compliqué vu ma fin de saison. Mais je suis quand même contente parce que je fais mon meilleur temps depuis d'1 seconde, donc c'est que du bonheur. Franchement, les championnats, ils sont très très bien. Franchement, l'hôtel est bien, l'organisation est bien, donc franchement, que du top. Ça nous permet de performer et merci à la Tunisie. Avant-hier, la nageuse sénégalaise s'était alignée sur 50 mètres papillon, 27 secondes 86. Elle décroche la médaille de bronze. Championne d'Afrique en 2021, Oumi Diop vise plus loin, réaliser les minimums pour la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et le vice-président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage se réjouit de la performance de l'équipe nationale à Tunis lors de ces championnats. Le voici avec Chérif Dia. C'est un réel sentiment de satisfaction que nous manifestons vis-à-vis de notre équipe nationale qui présentement est à Tunis pour les 15e championnats d'Afrique de natation pour défendre donc les couleurs du Sénégal. Et à l'issue donc de cette épreuve, donc nos athlètes ont eu à vraiment réaliser de belles performances. Je vais citer donc il y a Steven Aimable qui a battu 4 records sur 4 épreuves.
Et il y a Oumi Diop qui est médaillée par 2 fois. Donc, elle a été médaillée donc, aux 50 mètres papillon avec un chrono de 27 secondes 86. Et hier, donc, elle a pu battre donc, son record aux 100 mètres papillon avec 1 minute 1 seconde 24 centièmes. Et de surcroît, en plus, elle remporte la médaille d'argent donc, de l'épreuve du 100 mètres papillon. Vraiment, donc, sur ces exploits qu'ont réalisé nos athlètes, nous sommes extrêmement satisfaits et nous les remercions. Et la compétition continue parce qu'il reste 2 autres jours de compétition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Papa Abdoulader et son invité ce soir, M. Emmanuel Diédiou. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.